Salut, salut, bienvenue à ceux qui se connectent à l'instant. Alors, je suis en train de faire mon jogging, comme d'habitude. Voilà, je fais mon petit jogging tranquille, dans la nature comme j'adore. Alors, salut, bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter. Je vais faire un live court et précis et un live toujours argumenté, n'est-ce pas, comme vous avez l'habitude sur ma page. Et je vais faire quelque chose de court et précis si possible. Souvent, je dis 45 minutes ou 40 minutes. Mais parfois, il y a toujours beaucoup d'inspiration, beaucoup d'arguments. Donc, du coup, de temps en temps, je suis obligé de... Voilà, salut Laros, salut Joe Brass, Roger Tanonkou, bienvenue. Bienvenue, salut, salut, salut. Bon, je vais vous mettre... je pense que vous avez peut-être envie de voir la nature plutôt que de voir ma tête. Peut-être vous en avez déjà trop vu. Alors, donc là, je suis au bord du lac. Je me balade tranquillement. Alors, voilà. Je vais, n'est-ce pas, aborder une question assez intéressante, un sujet très intéressant, et je vais plutôt prouver le contraire. C'est-à-dire que j'ai intitulé mon live, et j'ai mis entre guillemets, il faut bien remarquer les guillemets, souvent parce que les gens ne prêtent pas attention, ou alors carrément ils ne savent pas la signification. Et des fois, ils tombent sur moi en disant, oui, tu as dit que, tu as dit que, tu as dit que. Quand je mets entre guillemets, ça veut dire que ça ne vient pas de moi. N'est-ce pas? C'est les paroles de quelqu'un, raison pour laquelle moi je mets entre guillemets. Bonsoir Ulrich Malraux. Maro, pardon. Sandrine Dazoué, ma soeur chérie. Mali Nji, Ernestine. Ah ouais, ça c'est cool ça. Mali Nji. Ma petite nièce s'appelle Mali Mbou. El Sombrero. Grey Blas, Manzel Rita. Gisèle Mekuate, Otep. Salut, bienvenue. Alors, je vais aller très vite à l'essentiel. Alors, il y a beaucoup de gens, et encore la dernière fois, j'ai discuté avec un combattant qui me disait, oui, Paul Biya n'est qu'un exécutant, et le vrai patron, c'est Macron, le vrai problème, c'est la France. Je n'étais pas d'accord. Il a déployé ses arguments. Moi, j'ai fait pareil. Et je reviens sur ça, pourquoi? Parce qu'on avait discuté cela, c'était en off. Et j'en parle aujourd'hui publiquement pour que, voilà, beaucoup essayent de discuter avec moi, que les gens essayent de donner leurs arguments. Je vais lire les commentaires si possible et je vais répondre au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui sont dans le live, j'aime bien que les personnes soient là pour participer, que ce ne soit pas juste là pour... écoutez ce que je dis comme si j'étais le grand maître irréprochable, comme si j'étais un gourou. Il faut participer, il faut laisser des messages écrits, il faut donner votre point de vue. On peut débattre, on peut échanger. Souvent, en lisant juste un seul commentaire, ça peut permettre de dire beaucoup de choses. Et derrière un commentaire, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est déjà bien de mettre des likes et des cœurs, c'est aussi bien de partager. Voilà, donc... c'est pour ça que moi, je vous mets cette image-là pour que vous puissiez voir la nature, comment la nature est belle. Que vous puissiez voir comment la nature, elle est généreuse. Comment elle est belle la nature. Regardez tout ce que la nature nous offre. Et les seuls qui sont venus pourrir la nature sont des humains. C'est-à-dire que des animaux composent très bien avec la nature, alors que l'homme a voulu dénaturer cette nature en voulant se passant pour maître et possesseur de cette nature, qui est un bien divin. La nature, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. La nature, c'est ce qu'il faut protéger. C'est pour ça que les premiers écologistes sont bien sûr nos ancêtres. Si nous, on avait passé le temps à détruire, 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 on aurait trouvé une Afrique complètement vidée de toutes ses richesses naturelles. On n'a pas toujours vécu en agressant la nature, sauf en cas de force majeure où le peuple africain était obligé, on va dire, d'agresser la nature pour pouvoir survivre, comme le font les animaux. Les animaux le font pourquoi? Parce qu'ils sont
des êtres génétiquement, ils sont conçus, n'est-ce pas, pour agresser la nature. Vous n'allez pas voir un bœuf aller, je ne sais pas, labourer son champ et cultiver son maïs. Il est fait pour agresser la nature et survivre. Et dans la nature dans laquelle, n'est-ce pas, ces animaux se trouvent, il y a tout autour d'eux. C'est fait pour ça. Demandez-vous comment les animaux en forêt arrivent à se soigner. C'est parce qu'il y a tout dans la nature. Un lion se blesse, il sait qu'en mangeant telle feuille, ça va cicatriser. Un singe se blesse, il sait qu'en mangeant telle feuille, ça va cicatriser. Ils vivent, ils composent avec cette nature. Mais l'homme a pensé qu'en venant, en étant avec cette nature, il ne peut pas composer, mais plutôt, il veut être maître et possesseur de la nature. C'est pour ça que moi, je mène une vie simple et j'ai un mode de vie qui est complètement à l'opposé de ce que beaucoup peuvent. Moi, j'ai souvent des amis. Le week-end, c'est l'heure, le week-end, quand ils ne vont pas boire un bon verre quelque part, ils sont déçus. Le week-end, quand ils n'ont pas mis un nouveau t-shirt ou une nouvelle chemise pour aller quelque part faire des photos ou bien aller dans des associations à gauche, à droite où ils font leur matu vu, ils sont mal à l'aise. C'est-à-dire que au point où quelqu'un reste comme ça, il dit que oh, ben, le mpanka j'ai chômé la semaine passée là, non, ce n'était pas free, c'est pas ce que je voulais. Il veut go chercher un kakula. Donc il va faire des heures et des heures, des magasins pour pouvoir combiner, je ne sais pas, un genre de truc là pour arriver quelque part et dire oui, père, parmi tous ceux qui étaient là-bas, non, père, il était le plus chaud, oui. Quand il s'est arrivé, non, les gens ont respecté le code. Bon, souvent ça me fait rigoler parce que c'est pas mon mode de vie. Je ne me lève pas en me disant il faut que je mette la plus belle chemise ou la chaussure la plus chère. Bon, comme le dit si bien un proverbe, ce qui s'inscrit dans l'air du temps est le destin des feuilles mortes. Chacun sa façon de vivre, chacun sa façon de voir le monde, chacun sa façon, voilà, d'aborder tout cela, voilà, de vivre sa vie tout simplement. Ce que je pense, moi, personnellement, c'est quoi? Moi, quand je passe une journée sans lire, je suis gêné. Quand je passe une journée, je vais dire, sans être dans ma bibliothèque en train de soit écrire, soit en train de lire, pour moi, c'est une journée ratée. Il y a des moments où je ne peux pas déjà passer une semaine sans chercher un endroit comme ça, calme, où je suis assis dans la nature. Pour moi, ce n'est pas possible. Et c'est à cet endroit, hein, par moment, où je venais de temps en temps chercher de l'inspiration pour écrire. Il y a des choses encore qui sont en cours de toute façon. J'aime bien ces moments-là dans la nature. Maintenant, je reviens sur le sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas? J'étais en train de dire ceci de façon claire. J'étais en train de dire ceci. Il y a des gens qui pensent que, non, c'est Paul Biya le problème. Il y a ceux qui pensent que non, c'est plutôt la France. Le vrai patron, c'est Macron. Le vrai patron, c'est la France. Je dis quelque part, si tout cela arrive, c'est parce que le peuple a échoué. Le peuple a démissionné de sa mission de revendicatrice. Ce peuple qui est censé être dans les rues pour revendiquer sans cesse ses droits à une vie meilleure, a complètement abdiqué. Ce peuple a démissionné. Du fait que ce peuple ait démissionné, la France peut tout se permettre en Afrique. Quand les gens disent que non, c'est à cause de la France, à chaque fois qu'il y a un problème, on trouve toujours que non, c'est à cause de la France. On oublie que quelque part, il y a notre propre responsabilité en tant que peuple. Je ne parle même pas de Biya ici. Biya est à l'image des Camerounais. Ce que Biya fait, c'est justement parce que les Camerounais ont démissionné de leur rôle. Les Camerounais qui étaient censés être dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de vie, pour réclamer des meilleurs salaires, pour réclamer l'amélioration des conditions de vie, des études de leurs enfants, des centres de santé, ça c'est leur devoir. C'est ce qu'ils devraient faire, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils devraient faire. Mais ils ne le font pas. On est d'accord? Ils ne le font pas. Maintenant, quand on cherche le bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on se dédouane de ses propres responsabilités dans l'échec de 40 ans du pouvoir de Paul Biya, on trouve à dire que non, ça vient de quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent que
ça vient de quelqu'un d'autre. Nous avons une lourde responsabilité, je dirais même à 70-80%. Je vais prendre des exemples simples pour prouver que, ce que pensait mon ami ou bien ce que pensent beaucoup de Camerounais, ce n'est pas vrai. La France ne décide pas sur tout. Ce n'est pas la France qui est maître. Ce n'est pas la France qui décide sur notre destin. Notre destin n'est pas entre les mains de la France. Notre destin est entre nos mains. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays, le Cameroun? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'avons-nous fait pour mériter un Cameroun meilleur? Qu'avons-nous fait pour avoir des meilleurs hôpitaux? Qu'avons-nous fait pour avoir des autoroutes à perte de vue? Qu'avons-nous fait pour avoir un meilleur système de santé, un meilleur système éducatif? Qu'avons-nous fait concrètement? C'est la question qu'il faut se poser. Alors moi, pour répondre à mon frère, camarade combattant, qui disait que non, il faut plutôt qu'on attaque la France. Je lui ai demandé, mais attends, si on doit attaquer la France, mais dis-moi, explique-moi clairement. Dis-moi comment des Camerounais, on va dire, vivant en diaspora, dis-moi qu'est-ce qu'on peut entreprendre comme initiative pour s'attaquer à cette France-là. Nous qui vivons ici. Bon, prenons le cas de la France. Il y a 60 000 Camerounais en France. Je parle des 60 000 Camerounais régularisés. N'est-ce pas? Sans compter les Camerounais qui sont sans Kaolo, qui ne sont pas dans le registre français. On est à 60 000. N'est-ce pas? Sans compter ceux qui sont Camerounais d'origine, mais naturalisés français. Hein. Ça veut dire qu'on est au moins 100 000. Le pays à l'étranger où il y a le plus de Camerounais, c'est la France. Ça, c'est indiscutable. Si on veut donc impulser le changement à partir de la France, si on veut donc attaquer cette France-là à partir de la France même, dites-moi comment on va faire. Dites-moi comment on va faire. Quand je pose la question, il me dit oui, on peut manifester. Mais manifester, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire depuis 3 ans. Il dit oui, mais on manifeste juste pour manifester, mais on ne s'attaque pas aux emblèmes de la France. S'attaquer aux emblèmes de la France, ça veut dire quoi? Brûler le drapeau français. Montrer qu'on est anti-français. C'est faire quoi concrètement? Aller mettre le feu aux Champs-Élysées? C'est quoi? Aller mettre le feu à la Tour Eiffel? C'est mettre le feu, je ne sais pas, sur le tombeau, sur la tombe du soldat inconnu? Ceux qui vont tenter ça vont se faire massacrer. Ceux qui vont tenter ça en France vont se faire tirer dessus. Et ça sera sans sommation. C'est le lieu en France où se passent tous les grands rituels maçonniques de tous les plus grands qui ont bâti cette France. En bas de l'Arc de Triomphe. La tombe du soldat inconnu. Les Champs-Élysées que vous voyez, en bas, il y a des tunnels. Hein. Les gens n'y vont pas, ce n'est pas accessible au public. Hein. C'est là où on a massacré à l'époque des populations ici en France qui se révoltaient, qui ne voulaient pas faire partie de la France. Qui ne voulaient pas être français. Tous ces gens qui se sont révoltés et qui étaient partis du sud pour se rendre à Paris manifester, beaucoup ont été massacrés, des crânes sont jetés là-bas en bas, alignés comme ça. C'est des lieux même d'accomplissement de beaucoup de rituels. En bas de l'Arc de Triomphe, vous voyez, il y a un feu qu'on dit, ce feu ne s'éteint jamais, ça s'appelle la tombe du soldat inconnu. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, il y a plus d'1 an aujourd'hui, vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube. Et il y a plus d'1 an, 1 an et demi, j'étais allé là-bas faire des vidéos. J'ai réalisé des vidéos, je suis venu vous montrer. J'ai téléchargé, je vais dire, j'ai mis en ligne pour vous dire, pour expliquer certaines choses. C'était en rapport ici avec l'histoire d'Haïti, pour juste expliquer aux gens que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que cela arrive. Les Haïtiens à l'époque, après leur révolution, savaient déjà ce que c'était. Et pour les combattants qui ne s'étaient pas, qui n'avaient pas été identifiés avant de mener la lutte, qui étaient morts au front, il y avait eu également chez eux ce qu'on appelait la tombe du soldat inconnu, où ils rendaient hommage à tous ceux-là. Je suis parti de l'histoire du peuple haïtien, de la révolution haïtienne pour expliquer quelque chose se retrouve ici à l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement nous en tant que Camerounais? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va commencer maintenant à attaquer la France en brûlant les drapeaux, en brûlant des voitures. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand il dit que non, il faut plutôt qu'on s'attaque à la France. On doit s'attaquer à la France parce que le départ, là où part, n'est-ce pas, les décisions qui sèment le malheur chez nous au Cameroun, ça part de la France, ça part de Paris. Je suis bien d'accord.
Je vais vous dire quelque chose. Pour finir là-dessus, quand je parlais de l'Arc de Triomphe, vous avez vu, il y a la tête de la Marianne, n'est-ce pas? La Marianne qui est un symbole de ce pays. Les Blancs ne rigolent pas avec leur symbole. Les Français ne rigolent pas avec leur symbole. Vous avez vu ce qui s'était passé à l'Arc de Triomphe, non? Il y a quelques casseurs qui étaient partis là-bas des gilets jaunes qui ont cassé la tête de la Marianne. Ils ont cassé la tête de la Marianne. Il faut voir, il y a beaucoup qui sont bornes aujourd'hui, on les a fusillés. Macron n'a rendu compte à personne. Les militaires, les policiers qui ont tiré sur eux, ils n'ont rendu compte à personne parce que c'est un endroit sacré. C'est un endroit historique. C'est un endroit stratégique. Et vous savez, des semaines après, ce qui s'est passé, même pas des semaines après, le même jour, il y a une quête qui a été mise en ligne. Ça a récolté ils ont récolté plus de 4 millions d'euros. Et ils ont payé des experts, n'est-ce pas, des grands spécialistes, pour refaire exactement la tête, n'est-ce pas, cette statuette de la Marianne. Ils ont payé des spécialistes pour refaire tout cela, pour que ça reste intact, parce que c'est un symbole de la France. Marie, n'est-ce pas, Marie, le prénom le plus populaire à l'époque en France. Et Anne ici, c'était le nom des gens qui étaient des bourgeois, de l'aristocratie. Et donc on a pris Marie et Anne, ça a donné Marianne. C'est un symbole de la France, mais ce n'est pas un être humain. C'est-à-dire, ce n'est pas un personnage historique, ce n'est pas un être humain qui a existé. Par contre, Jeanne d'Arc, c'est une femme qui a réellement existé. Beaucoup souvent confondent. N'est-ce pas? Donc, on va continuer. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dites-moi. On va attaquer la France à quel niveau? Déjà, pour attaquer la France, il faut avoir ce qu'on appelle derrière du lobbying. Il faut avoir derrière ce qu'on appelle du lobbying. Je prends un exemple simple. Un exemple simple, hein? Je dis bien un exemple très simple. On va voir les Algériens. Quand les Algériens se fâchent, ici en France, les Algériens, que ce soit, disons, les Arabes en général, quand ils se fâchent, ils vont dans les rues, ils mettent le feu sur les voitures. Ils cassent quand ils ne sont pas contents. Même quand on dit, il est strictement interdit de porter le voile intégral en France, ils portent. Ils marchent dans les rues, ils narguent même les policiers avec leur voile intégral. Alors que c'est interdit. N'est-ce pas? Bon, au même moment, juste une parenthèse. Il y a une fille qui a décidé la dernière fois, en Guinée-Conakry, je ne sais pas ce que ça a à y voir avec notre cher beau continent. Voilà que les agresseurs, finalement, ont pu s'imposer chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Une fille refuse d'entrer dans une salle d'examen parce qu'on lui a dit non, elle ne peut pas entrer avec son voile intégral. Elle a dit ok, bah, je préfère échouer l'examen. Je préfère reprendre l'année prochaine. On lui dit mais non, va passer ton examen. Il suffit juste que tu retires ton voile intégral. Elle dit non, je ne retire pas. C'est strictement interdit par l'islam. Et elle a refusé au point d'échouer à son examen. Voilà, c'était une parenthèse. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Quand ils font ça, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que derrière, il y a tout un système qui finance tout cela. Quand ils descendent dans les rues, ils font tous ces trucs que vous voyez. C'est parce que derrière, il y a des lobbying qui travaillent matin, midi et soir. Il y a des lobbying, parfois qui ont beaucoup d'argent. Quand vous voyez un peu partout, des gens imposent par exemple leur religion. Vous croyez qu'ils imposent leur religion parce que ceux qui vont faire cela le font parce que... non, il faut qu'on explique les choses aux gens. C'est qu'on ne vous dit pas la vérité. Il y a une organisation qu'on appelle l'Organisation pour la coopération islamique. On appelle l'OCI. C'est la deuxième la plus puissante au monde après l'ONU. C'est une organisation islamique. Donc quand ils disent même aux gens en Europe un peu partout, prenez les devants, occupez de l'espace, faites beaucoup d'enfants, portez votre voile, vivez votre religion sans avoir peur de qui que ce soit. Nous sommes derrière, on vous suit, nous sommes derrière, on vous couvre. Les Algériens étaient dans les rues ici, plus de 100 000, combien, des milliers ici, pour Trocadéro. Ils étaient à la place de la République. Ils étaient partout, ils ont manifesté dans toutes les villes de France. Même là où on n'avait même pas accepté, c'est-à-dire qu'ils avaient déclaré. Il y a eu un problème, on a changé soit des itinéraires, soit leur manifestation n'était même pas encadrée parce que les autorités n'ont pas voulu qu'il y ait des débordements. Mais ils se sont imposés. Ils ont dit, nous allons manifester, nous ne voulons plus du président Bouteflika. Bouteflika doit partir.
Vous croyez que quand ils se lèvent un matin, ils font ça, c'est parce qu'ils sont fous? Non, ils font ça parce qu'ils savent que derrière, il y a des lobbying, il y a des organisations. Même quand ils prennent des amendes pour avoir mis, n'est-ce pas, le masque, le voile intégral, il suffit juste qu'on les enregistre, tout. Il y a un répertoire où tu vas juste, tu mets ton nom. Je m'appelle tel. J'ai pris une amende à tel endroit pour port de voile, port interdit, n'est-ce pas, du voile intégral. Il suffit juste de noter ça dessus. Des organisations maintenant qui sont derrière prennent ça en charge. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui payes les 150 € d'amende. Si, par exemple, tu as un problème au niveau de la justice, il y a déjà des avocats qui sont constitués dans toutes ces associations, dans tous ces lobbying, pour défendre tes droits. On est d'accord? Il y a déjà des lobbying derrière qui travaillent à défendre tes droits. Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir. Si tu as un problème, il y a des médecins parfois qui savent comment jongler pour te donner des dossiers ou bien peut-être mettre des trucs et mettre le tampon pour te permettre, toi, d'avancer dans ce que tu fais. Il y a un système derrière. Il y a un lobbying derrière qui travaille. Mais pour le cas du Cameroun, dites-moi, quel est le lobbying qui travaille pour les Camerounais en France? Quel est le lobbying qui travaille pour les États-Unis? Il y a quelques gens qui se bougent un peu aux États-Unis. Ça s'arrête là. Vous avez vu quel impact réel. On avait dit que quand d'autres vont prendre le pouvoir, ça fait 1 an qu'il est au pouvoir, non? Il y a une résolution, 1966, qui a été votée aux États-Unis. Et ils avaient dit que oui, le lobbying des Camerounais des États-Unis a fait un très grand boulot que je salue d'ailleurs. Et que quand le grand-père qui a pris le pouvoir aux États-Unis, là, quand il allait prendre le pouvoir à partir de janvier, ça allait activer automatiquement. On est bientôt à 1 an. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la crise anglophone? Salut Gento Prot. Druzy El Brandi Kemoui. Salut Babette Chaf, Pablo, Bordeaux. Salut Jimmy Carter, Fernand Tak. Salut Kuiche Dominique. Salut Dikame, mon frère. Salut James Roski, Tatamo, le commandant des airs. Bogos Morbelli, salut Papa le Balin. Patrick Omer, salut. Manfonankam, salut. Tani Bosco Kamto. Hortense Tchankam, salut. Gisèle Mekuate, salut encore. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question sur l'homosexualité au Cameroun. Bon, moi je parle des choses bien plus importantes, peut-être à la fin. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est parce qu'il y a un lobbying derrière qui travaille. Il y a les Camerounais, par exemple, en France, qui sont engagés dans la lutte, qui sont prêts à aller, je ne sais pas, couper la route, n'est-ce pas? On coupe la route des Champs-Élysées, on brandit les drapeaux, on met la photo de Biya, on bloque tout là-bas, les policiers vont venir. Les chaînes de télé, il faut aussi qu'on ait aussi nos médias. Les Arabes qui font ça, ils ont leurs médias. Quand ils font n'importe quoi, leurs médias sont là pour filmer. Il y a des lobbying derrière qui travaillent. Il y a plein de choses qu'ils font. Ok, les Camerounais de France doivent se lever pour dire à Macron, bon, il y a une façon peut-être de sanctionner. Sanctionnons Macron pour les Camerounais qui ont la nationalité française. Sanctionnons Macron pour 2022. Mais sauf que le prochain président qui viendra toujours défendre les intérêts de la France. Ça me semble normal. Quel est ce que nous avons comme, je ne sais pas, quel est le levier que nous avons pour casser, n'est-ce pas, la France depuis Paris? Ou alors, comment dire ça, quel est ce que nous avons, quelle est la marge de manœuvre, quels sont les leviers que nous avons pour faire plier cette France-là qui décide sur le destin de notre pays, depuis la France? C'est important de le préciser. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Dites-moi. Il y a des gens que, ah, non, il faut que c'est en France qu'on mène la lutte. Non, c'est ici qu'on doit mener la lutte. Je suis bien d'accord qu'on mène la lutte. Ok, tu es sans papier. Si tu vas donc faire le désordre aux Champs-Élysées, on t'arrête. On te met donc en cellule de déportation. Tu dois te retrouver chez toi au Cameroun. Je prends un exemple simple. Peut-être que tu as pris ta route. Tu as marché dans le désert, tu as traversé la mer, tu as eu la chance d'arriver en France. Tu as le macabo, tu as la rage contre ce régime qui t'a fait souffrir pendant tant d'années, risquer ta vie pour arriver au Cameroun, en France.
et tu vas donc là-bas à la manif, tu coupes la route. Ce qui est sûr, c'est une action très forte. Hein. Ça va parler. Qu'il y ait peut-être 10 000 Camerounais dans les rues, ou 5 000, ou ne serait-ce que même 100 Camerounais, et les autres derrière, ils prennent d'autres coins, et on essaye de dire aux Français, stop, le président français doit prendre des décisions, là, pour mettre fin à tout ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ça aura un impact. Mais maintenant, derrière, c'est qu'il y a souvent des conséquences. Qui derrière est là pour soutenir? Tu vois un médecin camerounais, quand tu lui dis même que tu es camerounais, change d'accent. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Bah, je suis pas au courant. Tu vas voir un avocat camerounais, c'est même lui qui va même te faire dans ton dossier. Tu vas aller voir ton frère camerounais parce que tu crois que c'est lui qui fait dans les trucs d'automobile. C'est lui qui va te piéger avec une voiture qui est déjà même gâtée. Il va te prendre 2 fois plus que si tu partais, n'est-ce pas, dans un truc d'automobile normal. On ne fait pas une lutte juste pour faire la lutte. La lutte demande des financements. La lutte demande des sacrifices. On peut bien le faire en France, comme le suggère, n'est-ce pas, mon ami, camarade combattant, qui dit que non, il faut qu'on fasse comme ça. Il faut que c'est en France ici qu'on doit frapper fort, parce que c'est le point de départ de toutes les décisions qui brisent notre pays. Je suis d'accord. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si tu es en cellule de déportation, on doit t'envoyer dans ton pays, le Cameroun. Là-bas, tu risques gros, parce que tu es contre le régime. Mais maintenant, il faut avoir des Camerounais, des lobbying derrière qui travaillent dur pour faire en sorte que toi, tu ne sois pas déporté. Il faut que ce lobbying-là envoie des avocats, les plus puissants, pour aller là-bas te retirer du centre de détention et te laisser vivre en France. Mais si ce travail n'est pas fait, on a peut-être parfois envie de faire certains sacrifices, allant encore même bien plus loin que ce que nous avons fait. Mais si derrière, tu es père de famille ici, tu as 2-3 enfants. Tu as 2-3 enfants, tu as ton boulot qui soutient ta famille. Sans compter que non seulement tu soutiens une famille ici, de l'autre côté en Afrique, tu es le père, tu es le responsable. C'est toi qui dois tout faire. Acceptons que oui, tu as déjà fait le sacrifice de ne même plus jamais aller au Cameroun. Si tu pars, tu sais qu'à la réponse, t'arrêtes, c'est terminé. Mais derrière, il doit y avoir un lobbying, d'où l'urgence de créer des vrais lobbying. Quand vous voyez les Arabes font ce qu'ils font en France, ils ont pris tous les quartiers, ils ont fait tout ce qu'ils font. Vous croyez qu'ils le font parce que ça vient d'où? Quand vous voyez les Juifs prendre des décisions en disant que vous ne devez pas jouer avec la Shoah qui est arrivée à notre peuple. Vous ne devez pas faire des blagues et de l'humour sur les camps de concentration. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Et ils prennent des décisions, ils avancent dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ont pris presque en otage, si vous voulez, tous ces secteurs. Ce sont eux qui contrôlent beaucoup de secteurs. Que ce soit des médias, l'économie, que ce soit au niveau du cinéma et presque tout ce que vous voulez. Là, ils peuvent s'imposer. Déjà ça, je parlais de l'Europe. Je prends d'autres exemples simples. N'est-ce pas? Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple. L'Algérie dont je suis en train de parler est une ancienne colonie française. Le Cameroun est le premier pays à avoir obtenu son indépendance 1er janvier 1960. Après la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Le Cameroun est le tout premier. L'Algérie même dont je parle a eu son indépendance en 1962. Ça devrait être en 1958, mais ils ont prolongé. De Gaulle a volontairement prolongé la guerre de 4 ans parce qu'au même moment, ils avaient découvert des gisements pétroliers et il fallait tout faire pour faire un hold-up dessus, encercler les lieux, envoyer l'armée française protéger ces lieux-là parce que Total, la Elf devait exploiter le pétrole et tout. Finalement, l'Algérie obtient son indépendance en 1962. Ils avaient aussi le franc, comme le Cameroun, comme le Tchad, comme la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi cette Algérie a créé son dinar? Le Maroc utilisait la même monnaie. Pourquoi le Maroc a créé le dirham? Pourquoi la Tunisie a créé son dirham? C'est nous le problème. Je prends un pays pauvre comme Madagascar. C'est une ancienne colonie française. Gallieni a fait là-bas 300 000 morts. Ça, ce sont des chiffres expressément minorés qui sont donnés par des Français eux-mêmes, par l'agence France Presse. 300 000 morts. Gallieni, il a humilié ce peuple.
violer nos mamans, égorger nos enfants. Gallieni est un héros en France. On est d'accord? Il s'est battu pour la France. Mais qu'est-ce qui fait que ceux-là parviennent à obtenir leur indépendance comme nous autres? La différence, même le Cameroun a obtenu son indépendance, les armes à la main. Pareil que Madagascar et l'Algérie. Les armes, c'est des peuples qui ont lutté pour obtenir leur indépendance. En Côte d'Ivoire, on a donné. Au Bénin, on a donné. Bon, donner, c'est trop dit. Il y a eu une sorte de négociation par la suite parce qu'il y a eu des luttes qui ont aussi été menées. Il y a eu des luttes qui ont été menées. Même si ce ne sont pas des luttes comparables à celles qui ont été menées au Cameroun, en Algérie et à Madagascar. Un exemple simple. Pourquoi Madagascar a donc sa monnaie? Il y a 5 îles. C'est ce qui cause encore problème aujourd'hui entre la France et Madagascar. Il y a 5 îles à côté de Madagascar. Ce sont des îles malgaches qu'on appelle des îles éparses. C'est l'ensemble de 5 îles occupées par la France jusqu'au moment où nous parlons. La France a refusé de lâcher ces terres, les îles éparses, au large de Madagascar. Les Malgaches sont en train de réclamer ces terres. C'est leur terre, c'est la terre de leurs ancêtres. Ils réclament ça jusqu'à maintenant. Les mêmes Malgaches ont leur monnaie. Même si ça reste un pays pauvre. Je vais prendre un exemple simple de Madagascar pour expliquer qu'un pays comme le Cameroun, avec autant d'intellectuels, avec des gens qui disent être les plus grands cerveaux au monde. Il y a des gens qui ont dit comment le Cameroun a des gens les plus intelligents. Mais on est tellement intelligent, on est si intelligent qu'on a un idiot, un médiocre au pouvoir depuis 40 ans et qui n'est rien d'autre qu'un collabo, comme quelqu'un vient de le dire. En Algérie, les collabos avaient été exécutés. Ceux qui collaboraient avaient été exécutés. Mais au Cameroun, ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui avaient collaboré à l'époque. Même ceux qu'on présente dans nos livres comme étant des héros sont ceux qui avaient collaboré avec des colons. Les véritables Omiobe, les Osende Afana Castor, les Samuel Wanko, tous ces gens-là ont été tués. Tous ces gens qui se battaient véritablement pour la libération du Cameroun ont été tués. D'autres ont été contraints à l'exil. C'est le Wungli Masaga, mort récemment. Les Capet Debana, tous ces gens qui se sont battus. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en train de manger, c'est ceux qui ne se sont jamais battus pour l'indépendance du Cameroun. Comment dire que non, c'est toujours la France le problème, bien qu'un exécutant, alors qu'il y a d'autres pays qui avaient la même situation que nous, mais qui ont pu se défaire du franc CFA, qui ont pu se défaire des bases militaires françaises, qui ont pu imposer leur langue. La Syrie est une ancienne colonie française. En Syrie, on parlait français. Même quand tu vois les vieux Syriens de l'époque là, c'était la langue qu'on parlait en Syrie. Ils ont balayé tout cela. Ils ont mis l'arabe, ils ont mis l'islam, leur système éducatif, ils ont mis leur langue, ils ont mis leur culture. Aujourd'hui, si on te dit que dans ce pays, on parlait français il y a peut-être 70 ans, 80 ans, tu ne peux même pas croire. Les anciens de l'époque, il y avait le franc là-bas. Mais les Syriens aujourd'hui ont leur monnaie. L'Indonésie est une ancienne colonie hollandaise. En Indonésie, ils parlent indonésien. Ils ont leur monnaie. Il n'y a un seul endroit au centre-ville qu'ils ont mis encerclé, ils ont construit, ils ont remodelé. C'est un peu comme c'est un lieu touristique, les gens viennent visiter. Ça représente des anciens forts qui avaient été construits. En fait, c'est constitué de quoi? De quelques endroits où on faisait des marchands à l'époque, faisaient leur commerce et tout. Ils en ont fait un endroit aujourd'hui, un espace public bien aménagé, qui rappelle l'époque aux Indonésiens. Mais les enfants qui naissent en Indonésie aujourd'hui ne connaissent même pas c'est quoi la Hollande. Ils ont fait ce travail. Les intellectuels se sont levés, ils ont fait le vrai travail qu'il faut. On ne peut pas dire éternellement qu'on ne peut pas se défaire de la France. Même ne serait-ce que le penser déjà est un échec. Ne serait-ce que par dignité humaine, par dignité, par souci de dignité. On doit se défaire des bases militaires. On doit se défaire du franc CFA. On doit même se défaire même de leur langue. Ou alors on doit s'approprier la langue française. Parce que ça, c'est aussi possible.
On doit valoriser nos propres langues. D'autres peuples l'ont fait. Je prends donc l'exemple de la Syrie. Je prends l'exemple de l'Indonésie. Plusieurs autres pays l'ont fait. Pour ne même pas parler des puissances occidentales, la France elle-même a été sous occupation pendant très longtemps. Pourquoi les Français n'ont pas mis au tombeau leur propre langue, leur propre culture, leur propre monnaie? Pourquoi ils n'ont pas mis tout cela au tombeau? Il y a des gens qui essayent d'expliquer que non, le problème ce n'est pas le Cameroun. Le problème c'est la France. C'est la France qui fait ci, c'est la France qui fait cela. Mais on doit aussi prendre des dispositions. Hervé Yonke pose une très belle question. Hervé Yonke pose une très belle question. Est-ce que tu peux imaginer un Semengue en Algérie? Un collabo qui se targue d'avoir tué nos nationalistes au compte de la France. C'est pour ça que je dis quand vous êtes dans le live, il faut participer, il faut mettre des commentaires. Voilà un commentaire qui vient donc appuyer ce que je suis en train de dire depuis le départ. Des collabos qui avaient été lâchés dans la rue en Algérie ont été tous tués. Dès qu'on se rendait compte tu as collaboré avec la France, ce qu'on appelait les harkis, ils ont été tous égorgés. Il dit même, on poursuivait même leur famille. On égorgeait. On ne veut pas entendre que tu as trahi ton propre pays, l'Algérie. Tu es allé combattre auprès de la France contre ton propre peuple, contre tes propres frères, les harkis. On n'a pas rigolé avec eux. Les derniers qui ont fui, qui ont pris le bateau, qui sont arrivés en France ici, qu'est-ce que la France a fait? On les a portés, on est allé les jeter dans une ville là-bas, vers Grenoble, là-bas, dans une ville. On a construit quelques HLM. On les a ghettoisés, on les a clochardisés dans un endroit. Et c'était fait exprès toujours par le même réseau. Le même réseau a infiltré ces cités-là avec la drogue. On met la drogue dans vos cités, on construit un endroit, on vous abandonne là-bas, on vous clochardise. Alors que ce sont des gens qui se sont battus pour la France. Vous voyez ce Semengue au Cameroun, il est vivant, il travaille encore, il monte, il descend, il travaille partout, il boit le vin avec les enfants bamileke. Ils dansent ensemble, ils rigolent ensemble. Or, il se vante, il se targue d'avoir participé au massacre des Bamileke. Il est sorti de Saint-Cyr, qui est grosso modo l'école française militaire de planification des génocides. Tous ces gens qui ont fait des génocides en Afrique sont sortis de Saint-Cyr. Ils sont sortis de l'école française de planification des génocides. C'est le cas du grand boucher du Madagascar, Théoneste Bagosora. Il ne vit plus dans son pays, il a fui. Il a été arrêté. Semengue est encore vivant, il travaille, il mange tous les jours avec les Bamileke. À l'époque, c'est lui qui disait que non, ils ne sont pas ici, verser le napalm. Ils sont par là-bas, tirer sur eux. Lui-même, il allait au front tirer. Mais il est là, il vit, personne ne l'inquiète. Personne ne l'a jamais inquiété. Il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre de choses. Un harki en Algérie qui ouvre la bouche pour dire qu'il est harki, même jusqu'à aujourd'hui, il sera traité. Il sera traité. Voilà un exemple simple. Il faut qu'à un moment, on soit capable de punir. Qu'à un moment, on essaye de prendre certaines décisions fortes. Femba Uno, c'est ma vision par rapport à quelle situation? On parle des choses bien plus importantes que ça. C'est un sujet bien plus important, ce que je suis en train de dire là. Il y a eu des exemples en Afrique. Mais le problème, c'est nous-mêmes, le peuple. On ne peut pas donner sa voix à quelqu'un. Il est élu démocratiquement. Demain, la France vient le renverser. Nous, on reste là à regarder. Finalement, tu as donné ta voix à ces personnes. Pourquoi? Si tu ne peux pas défendre cette voix. Si tu ne peux pas être dans les rues pour dire non. Le héros Sankara a été renversé. Le peuple était où? Kadhafi, son propre peuple, l'a renversé. Le peuple était où quand on tuait Kadhafi? Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Le peuple était où quand on renversait Gbagbo? Certains ont essayé de se battre. On a manipulé les autres en leur disant que non, Ouattara qui vient, c'est la solution. Mais il venait pour les intérêts de la France et ça se confirme aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas toujours dire que non, Biané est un exécutant. La faute revient à la France.
Oui, il faut taper à partir de la France. Ok. Il y a donc quelle couverture derrière? On ne frappe pas pour frapper. Tu fais quelque chose, on t'arrête. Il faut voir les gens qui sont au Cameroun, ils jubilent. Parce que quelqu'un ici en Europe a été arrêté, on a mis dans l'avion, on est en train de le déporter. Les gens jubilent. La dernière fois, on a dit qu'il y a quelques ambazoniens aux États-Unis qu'on était en train de déporter. Il y a d'ailleurs certains qu'on a déportés. Il fallait voir des gens en liesse en train de jubiler. En train de danser. Oui, on l'a déporté, viens souffrir avec nous ici. Viens souffrir avec nous au Cameroun. Comme je suis d'ailleurs arrivé en 2018, il y a un idiot, ancien camarade de classe, en classe de terminale, qui a passé son bac. Il allait à l'université, ça l'a dépassé. Il allait faire maintenant, il est devenu ben skinner. Il monte et descend à Douala tous les jours. Il a du mal avec une vieille moto. Il ne s'en sort pas. Il fait payer ses factures, payer son loyer. Le gars a du mal. Il m'en veut. Il a l'impression que c'est moi l'origine de ces problèmes. Il me voit en train de marcher. Il me dit, oh gars, c'est comment? Tu es venu nous retrouver. Je t'avais dit qu'on allait te déporter. Tu parles trop. Tu arrives en Europe, au lieu de te taire, manger ta part. Tu es dans les rues là-bas en train de crier contre le Cameroun. Tu cries quoi? Voilà alors qu'on t'a déporté. Je suis à côté de lui. Je dis, ah, ils m'ont déporté. Non, il veut faire comment? Ils m'ont déporté. Comme ces gens-là sont méchants, il fait comme ça. Il fait le malheureux. Il dit, ah, ils m'ont déporté. Mais il dit que non, mon frère, viens, on va boire une bière. Donc, il croyait que je suis dans ces histoires. Donc, tu sens comment le gars rit comme ça. Il rit jusqu'à... Mais le gars est content. Il est content qu'on m'a déporté. Donc, viens souffrir avec moi. J'ai repris mon vol quelques temps après et suis rentré. Il était choqué. Donc le gars, on ne l'avait pas déporté. Donc lui, il veut souffrir avec moi au Cameroun. Il est content qu'il souffre. Il me voit ici, il souffre avec lui. Voilà comment les gens pensent. Les gens vivent comme ça. Ils vivent dans la haine. On déporte des gens. Ils oublient que ces gens-là sont des chefs. Parfois sont des chefs de famille. Si on l'a déporté, ça veut dire ses petits frères qui allaient à l'école grâce à lui, c'est terminé. Sa maman qui pouvait se soigner grâce à lui, c'est terminé. La maison familiale qui était en construction, c'est terminé. Plein de choses. Derrière, il y a énormément de conséquences. Mais comme tu souffres, il faut que ton frère souffre aussi comme toi. Tu pries même pour qu'on le déporte. Nous avons démissionné. C'est un échec de notre part. Oui, c'est à cause de la France. Mais la France est dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont pu s'en sortir, qui étaient hier sous le joug de la France, qui utilisaient le franc CFA, qui ont changé de monnaie, qui ont aujourd'hui leur monnaie, qui contrôlent leur économie. Les Camerounais, la plupart, sont en train de souhaiter une seule chose. Que Biya meure naturellement et qu'il descende dans les rues maintenant pour aller jubiler que oh, le type là est mort, il a libéré notre pays. Vous allez voir le jour que Biya, on va dire que soit Biya est mort ou bien le jour où ils auront le courage de dire que bon, voilà, on fait une transition politique au Cameroun, on déclare la vacance du pouvoir et on organise une élection libre et transparente. Vous allez voir les réactions au Cameroun. C'est tout le peuple qui sera dehors. Dans les mêmes Camerounais qui disent qu'ils ne sortent jamais là, non, ils vont sortir. Sauf qu'ils ne vont pas sortir pour dire chassons Biya, ils vont sortir pour aller jubiler le départ de Biya. C'est ce qu'ils attendent. 25 à 30 millions de gens, ils sont là depuis des années. 40 ans, ils attendent seulement que la chute de quelqu'un. Et plus même vous priez, Biya devient encore plus fort. Plus vous priez, vous nourrissez encore. Plus vous êtes en train de prier qu'il meure. Oh, il faut que le type là meure. Oh, il faut qu'il libère notre pays. Oh, mais il ne peut pas libérer comme ça. Il faut que tu te battes pour qu'il parte. C'est ce que la diaspora est en train de faire. On se bat pour qu'il parte, c'est tout. On n'attend pas qu'il meure. Je vous ai dit que dans la famille de Biya, on ne meurt pas avant 100 ans. Sa mère, je crois, est morte, c'était à 110 ans. Son frère est mort de la dernière fois, c'est plus 105 ans. Il y a des 110 ans, 117 ans. On va encore attendre ces opérations 2025 et il sera encore candidat. On va toujours attendre. L'autre, elle regarde. Ah, pourquoi vous vous battez? Il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, mais pourquoi vous vous battez contre le type là? C'est déjà fini, attendons seulement qu'il meure. Attendons, bientôt c'est terminé. Ils parlent comme ça, eux-mêmes ils meurent avant Paul Biya. Les Camerounais, mais... ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu souhaites la mort.
il souhaite la mort de Biya. Mais si Biya, finalement, tu meurs avant lui, qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Quand non, nous, on attend qu'il meure. Il y a mes projets, je vais ramener des engins, j'ai tel ceci, j'ai tel grand projet, je vais réaliser, mais j'attends d'abord que Biya meure. Non, vous vivez en attendant la mort de quelqu'un, matin, midi, soir. Quand vous vous levez le matin, vous regardez, ah, il n'y a pas de nouvelles, Biya est toujours là. Mais ça va continuer comme ça, même si c'est son cadavre qui est au congélateur depuis des mois. On va nous distraire comme ça pendant des années parce que personne ne demande où il se trouve. Et même la diaspora qui se bat, c'est cette diaspora-là qu'on insulte, qu'on traite de sans-papiers, qu'on traite de voyous. Mais c'est un gros problème, cette mentalité-là. C'est un gros problème. C'est un gros problème. On passe le temps à accuser les autres. Oh, la France a fait que. Oh, la France a fait que. C'est à cause de la France. C'est à cause d'eux. Vous voyez les gens sur des plateaux télé qui crient. Hein, la France a ceci. Macron est un voyou. Les mêmes là, tu mets le visa de la France le même jour là. Ils peuvent même vendre tout ce qu'ils ont. S'ils en ont même quelques trucs. Le même jour, ils vont courir pour aller en France. Dépose un visa sur la table. Tu vas voir comment ils vont s'embrouiller entre eux. Tu déposes là, tu dis il y a un seul visa, une seule place. Des gens qui viennent s'asseoir souvent pour donner des leçons aux autres. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie si finalement tu pars avant Biya? Biya est au crépuscule de sa vie. Peut-être qu'il est même déjà mort. Parce que chacun dit il est mort, il n'est pas mort. Nous, on est en train de mettre la pression sur le régime. Biya ne vit plus. Biya est mort. Ou bien, même s'il est encore vivant, il n'est plus en état, il n'a plus de capacités physiques et morales pour diriger notre pays. Alors que la vacance du pouvoir soit déclarée et qu'on organise une élection libre et transparente avec un code électoral consensuel. Ça, c'est notre souhait. On se bat pour ça. Mais si le peuple ne prend pas son destin en main, et je suis très déçu parce que je vois des gens qui vont au Cameroun, chaque fois qu'ils reviennent du Cameroun. J'ai reçu encore un appel l'autre jour, énième appel d'un ami qui était au Cameroun. Il me dit, Bertie, ça fait 3 ans qu'on est dans les rues ensemble à Paris. Je viens à toutes les manifestations. Mais j'ai eu la chance cette année d'aller au Cameroun. Je suis resté avec les jeunes dans les rues là-bas. Même étant en train de boire, j'ai essayé de provoquer le sujet Kamto Paul Biya. Les gars m'ont chassé de la table. Ils m'ont dit que même comme tu es un benguiste là, paix, dégage de l'autre côté, nous on ne parle pas de politique ici. Nous on est venus boire notre vin. À plusieurs reprises, c'est-à-dire que les gens vivent, ils ne pensent même pas à ce qui se passe à Yaoundé. Ils s'en foutent complètement. Même ceux qui sont en train de regarder le live actuellement, j'ai 63 personnes en ligne. Je suis sûr qu'il y a au moins 40 qui vivent en Bénin. Et ceux qui sont même sur place au Cameroun. Et même ce n'est pas ceux qui suivent en Europe, ce n'est pas parce qu'ils suivent, ce n'est pas pour autant qu'ils se déplacent quand nous on organise des manifestations alors qu'ils ne risquent rien. On dit qu'il y a 100 000 Camerounais en région parisienne, en France. Au moins 50 000 en région parisienne. 50 000. Il suffit que 10 000, 20 000 Camerounais soient dans les rues de Paris pour que le destin du Cameroun à l'heure actuelle, même étant en diaspora, quand on fait des manifs, on peut faire des vrais manifs avec des équipes bien préparées. Mais avec un soutien derrière, avec des lobbying et tout, on bloque les Champs-Élysées, on fait plein de trucs. On met la pression sur la France depuis la France par rapport au destin de notre pays. C'est possible de le faire. On peut le faire. Mais derrière, il y aura des conséquences. Derrière aussi, il y aura la libération de notre pays. Mais maintenant, il faut des lobbying derrière pour nettoyer tout ça. Pour protéger. On ne se lance pas parce qu'il faut lancer. Or, au Cameroun, il suffit qu'il y ait 1 million de Camerounais dans les rues. 500 000 à Douala, 500 000 à Yaoundé. Même 500 000 seulement à la place là-bas à Yaoundé, ça suffit. Poste central, 500 000 Camerounais, c'est terminé. On n'en parle plus. Ils sont nombreux, même ceux parfois qui disent que non, je ne veux pas moi que pas au Cameroun, on va m'arrêter à l'aéroport. Parfois même les papiers, non, même pas. Tu vas partir dans quel Cameroun, à quel moment?
Quelqu'un est dans un coin du Cameroun là-bas. Ce qui se passe à Yaoundé, ça ne le concerne pas. Il boit son vin, il s'arrête là. Il vit sa petite vie. On a réduit, on a humilié, on a rabaissé les Camerounais, les a chiffonnés. Au point où ils pensent que se prononcer sur ce qui se passe à Yaoundé, c'est être très courageux. Se prononcer sur ce qui se passe là-bas, non, 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 il ne faut pas le faire. Il faut avoir peut-être bac plus 50 pour le faire. Ce n'est que ceux qui ont été à l'école qui doivent le faire. Il y a des gens que je rencontre en route ici, les Camerounais me disent, votre lutte là, nous on vous soutient, mais nous on vous soutient que par derrière. Nous on vous soutient, je ne cesse de leur dire, ne me soutenez pas, je ne demande pas votre soutien. Battez-vous pour vous, parce que c'est aussi votre pays. C'est aussi votre pays. Est-ce que c'est seulement mon pays à moi? Non, battez-vous. Qu'est-ce que vous apportez? L'autre me voit et me dit, ouais, on fait comment pour intégrer la brigade anti-Sardina? Mais il n'y a pas à intégrer la brigade anti-Sardina. Tu n'as pas besoin d'aller donner je ne sais pas quoi que pour avoir une carte et dire que j'appartiens à la brigade anti-Sardina. C'est un mouvement spontané qui est le mouvement du peuple. C'est le mouvement du peuple. Si on manifeste quelque part en tant que Camerounais, viens manifester. Si on dit qu'on contribue pour aider, je ne sais pas, pour faire quoi que ce soit par rapport à la lutte, ou bien pour, je ne sais pas, envoyer au Cameroun par rapport à ceci, apporte ta contribution. Tu n'as pas besoin de dire, j'ai besoin d'une carte, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Pour marcher et dire que voici ma carte, je fais partie de la brigade anti-Sardina. Ça n'existe pas, ça. Rejoins-nous dans la lutte, au lieu de te tenir derrière, dire que nous, on vous soutient. Donc, entre-temps, il peut aller au pays. Entre-temps, il a ses loisirs. Entre-temps, il a ses trucs. Mais il attend, son souhait tous les jours, c'est qu'il dort sur son lit. Mais en priant que Biya meure. Vous savez combien de Camerounais meurent par jour au pays là-bas? Qui souhaitaient que Biya meure? Ils sont finalement morts avant Paul Biya. Vous savez combien de Camerounais qui vivent même ici en Europe? Regardez même dans le combat que nous menons. Il y a combien de combattants qui sont morts? Le corona a emporté combien de combattants? Ici en diaspora. Et le moment venu, quand on aura bien avancé dans ces choses-là, il va falloir organiser un de ces jours, une grande... on va dire un peu comme un deuil, pour pleurer tous ceux-là qui nous ont quittés, qui sont morts au champ de guerre, tous ceux-là qui sont tombés au champ de guerre. Tous ces gens-là, on doit les rencontrer au moment venu, on doit essayer de rencontrer des familles, faire venir tout le monde, trouver un espace convivial où on va pleurer tous ces gens-là qui sont morts dans la Révolution. Mais est-ce que ces gens qui sont morts dans la Révolution ne sont pas des gens qui se battaient pour le changement au Cameroun? Ils souhaitaient la mort ou bien le départ de Paul Biya. Mais ils sont partis avant. Ils sont partis avant Paul Biya. Biya est toujours là. Comme pour dire que dans la vie, on ne sait pas, rien n'est statique. Je peux traverser là maintenant, j'ai fini le live, j'arrête. Vous entendez une voiture, comme Bertie qui était avec vous il y a 5 minutes qui faisait son live. C'est terminé, c'est terminé. On ne peut pas vivre en remettant tout au lendemain. On ne peut pas vivre en disant qu'on attend que Biya meure pour qu'on réalise un projet. Oh, j'attends d'abord que Biya quitte. J'attends d'abord que Biya meure. Ok, tu attends que Biya quitte. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour le chasser? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc, s'il faut attendre 10 ans, tu vas freiner ta vie pendant 10 ans parce que tu attends le jour que Biya va mourir. Tu ne feras donc rien de ta vie parce que Biya est là. Et ils sont nombreux comme ça, des tonneaux vides. Ils sont nombreux en diaspora, hein. Parmi eux-mêmes des multimillionnaires qui te tiennent ce discours-là. Non, je voulais faire ceci, cela, je voulais... on a bloqué mes conteneurs. Hein, on a fait ceci. J'attends d'abord que Biya meure. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais, Toto? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quand nous on manifeste, tu ne viens pas. On fait ceci, tu ne viens pas. Tu ne te présentes pas. Même aux membres de ta famille, tu es interdit. J'ai vu récemment une femme anglophone qui nous a rencontrés là-bas à Place des Nations, en Suisse, à Genève. Elle dit qu'elle est venue parce qu'elle est têtue. Elle est anglophone. On a tué des membres de sa famille. Elle est venue aussi ce jour-là. Regardez comment les choses se passent. Sa famille, ses tontons, ses frères, son mari, tous qui sont anglophones lui ont dit ne mets pas tes pieds là-bas. Nous, on ne veut pas entendre parler de ces histoires-là. Laisse les gens là faire leurs choses. Ne mets pas tes pieds là-bas. Elle dit elle vient parce qu'elle est têtue. C'est-à-dire que des gens qui ont été touchés même au plus profond. Il y a des gens qui pensent que le Cameroun là, il y a des gens dans leur tête là, vrai dans leur tête là, ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Ça me fait rigoler parce que vous avez vu, il y a eu
pluie torrentielle et tout ça, le fleuve là-bas au nord, sur la nationale numéro 1. L'eau a traversé, ça a bloqué les voitures et tout. Donc, il y a parmi ces gens-là, un monsieur, quand la voiture a tourné, ils sont tombés. Il y avait donc un militaire, dans la voiture. Le militaire avait l'arme. Ils sont donc tombés dans l'eau. Le gars est descendu, le militaire aussi est descendu. Pour se sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tellement déjà bu, son ventre était comme ça. Il se battait dans l'eau pour se sauver. Le militaire aussi est en train de se battre. Le voilà qui attrape maintenant les pieds du militaire. Le militaire a cru que c'était le crocodile. Le militaire a sorti l'arme, il a tiré. Heureusement, ça n'a pas pris sa tête. Ça a pris plutôt son pied. Le sang qui coule partout, on sort le gars de l'eau, on dépose à côté. Son ventre a gonflé comme ça. Il a bu l'eau là-bas, le feu sort. Son ventre a gonflé comme ça. Le militaire, quand il tirait, croyait que c'est le crocodile qui a arrêté ça. Bon, maintenant, le pied est cassé, il est couché. Hein? Il appelle maintenant toute la famille pour dire qu'on cotise pour l'opérer. Mais il n'y a pas une semaine, le monsieur était il était même devant, parmi ceux qui étaient au nord, l'autre jour qui manifestaient en soutien à Paul Biya. Vous avez vu ce que le ministre de la Santé a organisé dans le nord. Une marche de soutien à Paul Biya. Le gars était parmi ceux-là qui manifestaient. Donc il était devant même, il était le chef de groupe, il était devant pour dire que Paul Biya est le meilleur. Paul Biya revient au nord. Paul Biya prend le pouvoir jusqu'en 2050. Paul Biya longue vie. Tout ce qui criait là. Bon, le voilà maintenant, le militaire qui tirait, il croyait que c'était le crocodile. Finalement, le voilà couché à la maison. Il n'y a pas l'argent pour le soigner. Il a lancé le SOS à toute la famille. Il est en train de demander de l'aide partout pour se faire soigner. Bon, qu'il aille voir maintenant Paul Biya, que Paul Biya s'occupe de lui. Comme c'est des gens qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Le Cameroun est un pays tellement beau, c'est tellement propre, c'est tellement bien ce pays qu'il ne faut même pas s'en plaindre. Qu'il aille donc voir Biya et que Biya le soigne. Que Biya lui donne quelque chose. Qu'il aille dans les hôpitaux de Biya se soigner. Biya lui-même ne serait-ce que pour faire une simple vérification, nettoyer ses oreilles. Il vient en Suisse le faire. Toi, Camerounais, lambda, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de voyage. Je vois des gens qui pondent des vidéos à gauche, à droite pour insulter notre soeur, l'âme de notre soeur Isabelle Pouma qui est morte dans le désert. Oh, tu partais faire quoi là-bas? Oh, tu partais chercher quoi là-bas? Oh, tu avais déjà un salon de coiffure. Hein? Tu as tout vendu le fonds de commerce parce que tu voulais aussi partir en Europe. Hein? Tu ne pouvais pas rester au Cameroun. Quand des gens racontent des choses comme ça, je suis dégoûté. Je me dis, mais il y a tellement d'idiots, tellement de gens qui ne savent même pas ce que c'est que le front. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'aventure. Mais tu n'as pas déjà eu 1000 francs, toi-même, tu rêves d'avoir 10 000. Tu as 1000 francs déjà en poche, ça ne te suffit pas, tu veux 10 000. Tous les êtres humains sont comme cela. Tu peux avoir ton petit salon de coiffure qui t'assure un revenu de 1500 ou 2000 francs au Cameroun tous les jours. Ça te permet juste de te nourrir, c'est tout. Mais demain, s'il y a un vrai problème, tu tombes malade, on demande 400 000, 500 000 à l'hôpital. Tu vas mourir parce qu'il n'y aura pas d'argent pour ça. Si demain ton enfant veut faire une vraie école, on dit bon, c'est l'école privée, ça coûte 100 000 francs, tu ne pourras pas t'en sortir. Ce n'est pas avec un salaire de 70 000, même 100 000 francs au Cameroun qu'un jour tu vas avoir un terrain. Ce n'est pas avec un salaire de 100 000 au Cameroun, sachant qu'il y a la famille autour, tout ça qui tourne. Ce n'est pas avec ça que tu vas te construire une maison. Ce n'est pas possible qu'on arrête de mentir. Qu'on arrête de dire aux gens que la dame a vendu son salon de coiffure. Ce n'est pas vrai. Elle travaille dans un salon de coiffure. Il y avait une petite onglerie, un coin où elle faisait sa part des petites ongleries. Combien de personnes nettoient les ongles au Cameroun par jour? Vous connaissez combien qui pour nettoyer leurs ongles vont dans des salons, dans des ongleries? Ça donne combien par jour au Cameroun? Elle a 2 enfants. Elle a sa mère en charge. Elle a sa famille et tout ça. Elle a essayé de voyager légalement. On l'a fait. L'argent est tombé dans l'eau. Ses économies de combien d'années? Mais elle a aussi le droit de rêver d'avoir 100 millions. Elle a aussi le droit de rêver, je ne sais pas. C'est son droit de penser que ce qu'elle a ne suffit pas. Et elle en veut plus. On ne conseille personne d'aller dans le désert. Je suis moi-même le premier à le dire. Si on me demande aujourd'hui si c'était à refaire, est-ce que tu vas le refaire? La question, c'est la réponse, c'est non. Ce n'est même pas à réfléchir.
Tu me remets sur la même route là, je ne pourrais même pas traverser la frontière du Cameroun. Quand j'intitule mon livre Folie, c'est que quelque part, j'ai traversé cette période de folie. Je ne me rendais même pas moi-même compte avec la folie de la jeunesse, comme on dit. Je n'avais que 23 ans quand j'ai quitté le Cameroun. J'en ai 34 aujourd'hui. Que je partais, j'étais tout jeune. On voit des idiots qui pondent des vidéos pour insulter. Donc elle est même morte, vous ne respectez pas son âme. Vous ne respectez pas son corps. Vous ne respectez pas ses sacrifices, tout ce qu'elle a pu faire pour élever un enfant. Toute seule. Parce que si elle avait un mari, son mari serait sorti pour parler. C'est une femme qui élève toute seule ses enfants. Les gens ne respectent même pas ça. Je vois des gens pondre des vidéos pour dire ça ne me fait même pas pitié. Parce que elle gagnait déjà ses petits miettes, elle cherchait encore quoi. Donc vous croyez qu'au Cameroun, on peut se contenter de gagner 1000 francs par jour? On arrive à se nourrir avec ça? Certainement, elle n'a pas pris le bon chemin. Mais c'était son droit aussi d'avoir espoir dans la vie. Il ne faut surtout pas encourager des gens de prendre la route. Mais on ne peut pas non plus dire qu'elle est partie parce qu'au Cameroun, elle était trop bien. Non, si elle était bien, elle devait prendre un vol comme tout le monde. Mon Dieu. Des énormités que j'ai lues sur les réseaux sociaux ces derniers jours, j'ai dit, mais c'est incroyable. Comment les gens peuvent être aussi méchants, cruels? Vous savez ce que les gens traversent? Vous savez ce qui se passe dans la tête des gens? Moi, j'en parle dans mon bouquin. J'ai rencontré des avocats en route. Avocats au barreau du Cameroun. Si on lui avait dit un jour qu'il pouvait prendre la route, il ne devait jamais croire. Avocat, il s'est retrouvé en route. Gendarme de la garde présidentielle. Garde présidentielle. Grand commerçant au marché central. Grand commerçant en Bopi. Qui avait des employés. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé en route. Et parfois même, il a même retrouvé en route même des gars qui sont venus travailler dans son magasin à l'époque, il les payait. Mais il s'est retrouvé, le voilà, il allait en route. D'autres même sont des déportés, c'est-à-dire des gens qui vivaient en Europe, qui avaient un confort, qui avaient déjà commencé à réaliser leur projet et tout, ils se sont rendus compte que merde. Ils ont été déportés donc au Cameroun. Ils ont encore repris le même chemin après avoir été déportés. Il faut se battre sur place pour que les choses changent, au lieu d'accuser les gens de tout et de rien. Qu'on arrête de faire croire aux gens que le problème c'est seulement la France et que nous-mêmes on n'a pas de responsabilité dans ce qui se passe au Cameroun. Nos grands frères des années 90, ils ont abdiqué. Paul Biya devait être chassé depuis ces années 92 là. Devait être chassé depuis. Qu'est-ce que ceux-là ont fait? Regardez des gens aujourd'hui qui sont encore dans les rues en train de se battre, que ce soit Franklin Nyamsi, que ce soit le général Wanto. Tous ces anciens-là, ce sont des gens qui à l'époque étaient étudiants. Ils faisaient partie du groupe des gens à l'époque qui se battaient. Wanto d'ailleurs était l'un des leaders à l'époque du mouvement des estudiantins. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a juste 20 ans, 25 ans en arrière, ceux qui impulsaient le changement, ceux qui pouvaient nuire au régime, ceux qui se levaient, parlaient, le Cameroun tremblait, c'était des étudiants. Vous avez aujourd'hui des idiots qui te disent qu'ils ont une licence, ils ont un master. On organise un truc, on dit venez prendre vos 1000 francs pour accueillir Paul Biya à l'aéroport. Ce sont des étudiants qui courent là-bas à l'accueillir pour 1000 francs. D'autres même, on promet, on ne donne même pas. Ils disent qu'ils sont étudiants, ils sont fiers. Vous voyez comment le Cameroun a régressé? Les étudiants qu'on respectait il y a juste 20 ans en arrière, 30 ans, et qui étaient capables de parler et faire trembler tout un régime. Les gars du Parlement, à l'époque, ont fait trembler le régime Lendio Kamchaming à l'époque. Les gens de cette génération-là ont fait trembler ce régime. Avec les, comment on appelle, Paul Aron Gomon, celui qui a préfacé le bouquin de Franklin Nyamsi au Cameroun, critique de la tragédie camerounaise.
C'est des gens de cette époque, cette génération. Si on monte encore, on remonte encore plus haut la génération de Nouk Bassom. Beaucoup de cette époque-là. Bon, aujourd'hui, vous avez des idiots qui ont une licence. Ils disent que je l'ai dit que. Je l'ai dit de venir. Mais je dis, tu fais comment pour avoir une licence quand tu dis, je l'ai dit que. Merde, c'est pas possible, bon Cameroun. Que devient ce pays-là? J'ai vu l'autre jour, oui, c'est Info Tonkam également. J'ai vu l'autre jour des gens qui jubilaient, j'ai passé mon bac. Maman, tu es formidable, je te dis merci. Tu es là, et il mettait à la fin. Mais tu as fait comment pour avoir le bac? Eh, Cameroun, mon pays là. Ce pays ça me fait quelque chose. Quand je reste souvent comme je pense à ce pays, je dis merde, les Camerounais. On ne mérite pas mieux que ça. On mérite cette souffrance-là. On mérite la souffrance. Non, on mérite ça. On mérite cette souffrance-là. Nous n'avons rien fait pour mériter mieux que cela. Rien. Rien. On ne mérite pas mieux que cela. Je l'ai dit que. Et tu as obtenu le bac. Tu es formidable. À la fin, tu es le ES là. À la fin, ils mettent T quand même. Ils sont comme ça, ils ont des gros diplômes. Hein. Je ne sais pas où ils ramassent ça. Moi, je n'ai pas de diplôme. Je ne sais pas comment ils font pour avoir tous ces trucs-là. Qui leur distribue ces parchemins-là? Je ne comprends pas. Que devient mon Cameroun? Que devient le Cameroun? Alors, quelqu'un qui me dit que est-ce que le bac c'est la dictée? Il y a plusieurs matières. Mais quand on veut savoir si quelqu'un a maîtrisé ses leçons, va être grand ceci, grand cela. La base, c'est l'écriture. C'est les règles de grammaire et d'orthographe. Si tu veux soit grand mathématicien, et même pour être grand mathématicien, il faut comprendre d'abord dans quelle langue. Il faut comprendre le français. C'est-à-dire que si on te donne un exercice de mathématiques, il y a toujours un intitulé. Il y a toujours la consigne. Le devoir qu'on te donne, c'est écrit. Tu dois savoir lire, comprendre ce qu'on te demande de faire comme calcul. Si même l'autre là, tu n'as pas compris, tu vas échouer. Même l'autre, la base là, tu n'as pas compris. Ton calcul là, ça sera faux. Ah, le Cameroun. Non, ce pays. Les gens sont de plus en plus méchants. Méchants dans ce pays. Tu te demandes pourquoi les gens deviennent comme ça, aigris, frustrés. Tu te bats pour t'en sortir, ça dérange les gens. Tu es vaurien, ils sont contents. Merde. Les gens sont jaloux, ils vont au point d'empoisonner quelqu'un qui vient d'Algérie. L'Algérie, c'est quel pays? L'Algérie, c'est où? C'est quel pays? Jusqu'à un gars est parti en Algérie, il tentait le Beaux-Arts, son Beaux-Arts n'a pas marché. Il est lui rentré de l'Algérie, il est venu au Cameroun. Les gens croyaient que l'Algérie, comme il sort de l'Algérie, là, ça veut dire qu'il vient d'un pays où il y a trop d'argent. Il boit son vin, on l'empoisonne. Le petit a eu le temps seulement de dire à sa mère que maman, je me suis battu, je n'ai pas pu, maman, je t'aime, il est parti. On met le poison dans le truc, hein, qui vient de l'Algérie. L'Algérie, c'est où? Donc ça veut dire que ceux-mêmes qui sortent de Mbeng, je comprends pourquoi il y a un syndicat des empoisonneurs de Mbenguistes au Cameroun. Un syndicat qui est seulement là pour empoisonner tous les Mbenguistes qui arrivent. Non, c'est pas possible. Je vais montrer un peu le chien des Blancs. Hein? Comme je l'ai montré au début ici. Voilà le chien des Blancs. Il mange 2 kilos de viande par jour, n'est-ce pas? Le kilo de viande au Cameroun sans eau, c'est 3200. Avec eau, c'est 2800. Et le salaire, c'est 36 000. Donc, pour manger 1 kilo de viande au Cameroun, il faut travailler au moins, c'est déjà 1 ou 2 journées. Je vais dire, il faut faire au moins le boulot de 4 jours, presque une semaine pour mériter 1 kilo de viande. Voilà le chien chez les Blancs. Le chien a son médecin, le chien a son passeport, le chien a sa maison, le chien a ses draps qu'on échange tout le temps, on lave. On change le drap du chien tout le temps, n'est-ce pas? L'autre deuxième chien là est plus loin. Hein?
Regardez. Voilà un lac. C'est beau, c'est entretenu. C'est propre, n'est-ce pas? De l'autre côté, c'est accessible. C'est l'été, les gens viennent nager. C'est parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. Vous aurez vu là, partout, les gens organisent leur barbecue ici. Ils viennent s'amuser, n'est-ce pas? Le chien a sa carte de santé. Ah. Quand il dit que le chien mange mieux entretenu, et plus respecté qu'un être humain au Cameroun, les gens vont dire que oh, la diaspora, c'est les gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. Oh, ils ne montrent pas une bonne image du Cameroun. Comme si tous les anglophones qu'on est en train de tuer là, ça représente une très belle image du Cameroun. Hein? Ça présente d'après eux une très belle image du Cameroun. C'est juste terrible. Des incapables. Incapables en tout. La guerre les a dépassés contre les Ambazoniens. Maintenant, ce qu'ils savent faire, c'est aller attaquer les familles des gens. Ceux qui se sont engagés dans la guerre sont des personnes majeures. Les Ambazoniens qui sont en train de se battre sont majeurs. Que ce soit Général Nopiti, que ce soit les jeunes là, que ce soit Fimacha. Il y a quelqu'un qui a pris en otage toute une région, tout un grand département. Il a pris en otage. Il a dit ici, vous ne mettez pas pied. L'armée est incapable de... Vraiment, c'est pas possible. Quelques buveurs de bière, quelques alcooliques, quelques voyous qu'on a ramassés au quartier parce que soit ils sont de la proximité sociologique, soit parce qu'il est grand de taille costaud, soit parce qu'il est réputé méchant, soit parce qu'il est trop bête, on a porté, on a versé dans l'armée. C'est ceux-là on fait de la chair à canon. De la véritable chair à canon. On dit allez tuer les anglophones. Ils portent des armes. Comme des vrais idiots. Ils courent pour aller tuer les gens. Voilà, maintenant ça les dépasse. Ça les a dépassés. La milice tribale maintenant fait quoi? Ils arrêtent les familles des gens. Mais pourquoi quelqu'un s'est engagé? Vous arrêtez sa famille, pourquoi? Vous êtes si fort, vous étiez sûr dès le départ que comme vous mettez pied dans les régions anglophones, vous allez les dératiser, vous allez tous les tuer en 3 semaines. Et sur des plateaux télé, on vous a encouragé en disant allez les massacrer, ces anglophones-là ne servent à rien. On vous a encouragé. Bon, voilà, maintenant, ça les dépasse. Ils partent arrêter les familles des gens. Mais pourquoi vous les arrêtez? S'ils se sont engagés, ils ont des raisons de s'engager. On ne devrait pas arrêter des membres de leur famille parce que il y a l'un de leurs fils, par exemple, qui est dans, je ne sais pas, dans l'armée ambazonienne. Battez-vous donc contre eux quand vous êtes trop sûr que vous avez les armes, vous êtes trop fort. Regardez donc ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui meurent là sont des Camerounais. On est en train de décimer l'armée. Ce sont des Camerounais. Que ce soit côté ambazonien, que ce soit côté de l'armée, je n'appellerai même pas ça armée camerounaise. C'est une milice tribale qui est là pour défendre les intérêts de Paul Biya, c'est tout. Une véritable armée ne porte pas des armes contre sa propre population. Une population qu'elle est d'ailleurs censée protéger. Une véritable armée ne fait pas cela. Une véritable armée ne fait pas cela. Une armée républicaine ne fait pas cela. Un peuple qui était tranquille à l'époque. Ils avaient réussi l'exploit dans le Cameroun anglophone d'organiser une élection libre et transparente. Je dis bien élection libre et transparente, l'une des premières dans l'histoire du continent africain. Ils menaient leur vie tranquille. Ceux qui étaient attaqués côté francophone trouvaient refuge côté anglophone. D'où le trio de Kumba. Ils étaient bien accueillis quand ils arrivaient dans les régions anglophones. D'autres ont dit que non, ils ne sont pas dans ces histoires là-haut. Ils veulent partir au Nigeria.
Les francophones, avec la complicité de la France, a organisé un faux référendum. On a pris quelques traîtres, on a mis devant, et même pas traîtres, mais beaucoup plus des naïfs, qui ont cru que les anglophones étaient des francophones étaient des personnes sérieuses, qui n'ont pas compris que la France manipulait tout derrière pour que les francophones viennent coloniser les anglophones. Ils avaient déjà leur monnaie, le shilling. Ils avaient déjà leur drapeau. Ils avaient leur hymne national, même si c'était plus des trucs proches de l'Angleterre. Ils avaient leur espace territorial qui était bien délimité. Ils avaient déjà des grandes compagnies agricoles. Ils avaient déjà des grandes sociétés. Ils avaient déjà le port. Ils avaient des grandes sociétés qui produisaient énormément. Un matin, on est venu dire qu'on va faire le référendum, on va faire le mariage. Mais un mariage qu'un apporte plus que l'autre. Alors que ils ont un petit territoire, les anglophones. Mais en termes d'économie, c'était eux qui apportaient beaucoup. Le pétrole, c'est sur leur terre la plupart. Le gaz et toutes ces richesses-là. Maintenant, la France vient exploiter. Derrière, ils n'ont même pas 5 francs. Leurs enfants ont fait des plus grandes écoles. Ils n'ont pas obtenu le boulot. Les grandes entreprises chez les Bakweri là-bas. Les grandes entreprises partout. L'essentiel de la richesse, même une bonne partie de la richesse du Cameroun, ça vient de ces régions anglophones. Des gens qui avaient leur vie tranquille, peut-être ceux qui sont très loin aujourd'hui. On a pris une Ndjongo Fontia, on a mis devant que allons faire ceci, allons faire cela, on va se mettre ensemble pour former le même pays. Voilà qu'aujourd'hui les enfants d'autrui sont massacrés seulement parce qu'ils sont anglophones. Ceux qui avaient la main forte, qui ont tout apporté hier pour qu'on bâtisse ce Cameroun qu'on a aujourd'hui. Les voilà qu'on humilie. Les voilà qu'on chasse comme des chiens partout à Douala, Yaoundé. Voilà leurs enfants qui devaient être peut-être aujourd'hui les plus grands dans leur région, qui sont en train de faire la prostitution à Douala. Voilà leurs enfants qui font la mendicité dans les rues à Douala, Yaoundé. N'est-ce pas? Mais des gens qui hier avaient leur pays, ils avaient leur espace, ils avaient tout pour être heureux. Je ne suis pas pour la partition du Cameroun. Je ne suis pas pour la partition d'ailleurs d'aucun pays africain. Parce que plus on se divise, plus on est faible. Mais des gens qui à l'époque étaient venus, on a dit que ok, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est devenu maintenant que Cameroun uni. Après on a retiré Cameroun uni, c'est devenu maintenant que Cameroun tout simplement république. Et ils sont venus maintenant se noyer dans le grand Cameroun. Ils n'ont plus de droits. Ils ne sont plus respectés. On ne tient pas compte du fait qu'ils sont anglophones. Ils vont aller fréquenter dans des écoles francophones. Moi, je l'ai connu à l'université de Douala, des étudiants sortis des régions anglophones qui viennent faire psychologie à l'université de Douala. Nous, on faisait tronc commun. Mais les gens, sont obligés de comprendre ce qu'on dit en français avant d'écrire sur leur propre feuille en anglais. Quand je regardais ces galères, je dis, mais c'est pas possible. Comment ils arrivent à faire? Comment ils vont s'en sortir? Leurs avocats sont humiliés, leurs étudiants humiliés, leurs mamans humiliées par les qui? Par les suprémacistes francophones. Les qui sont gendarmes là-bas, francophones. Les qui sont militaires là-bas, qui sont en train de tuer à l'heure actuelle, francophones. Les qui sont les sous-préfets, francophones. Qui sont les préfets, francophones. Qui sont les magistrats. Qui sont les juges. Toujours les Atangana, toujours les Mbarga, toujours les Mvondo, toujours les Noah. C'est les mêmes qui sont allés faire une colonisation des peuples anglophones. Leur combat est un combat légitime. Leur combat est un combat légitime.
Les postes de responsabilité là-bas, qui occupent? Le pétrole, quand on dit qu'on exploite le pétrole dans les régions anglophones, à Limbe et partout là. Qui sont directeurs là-bas? Les recettes de ça, ça part où? Dans les caisses à Yaoundé. Les qui mangent, c'est les francophones. On a pris quelques 1, 2, 3 anglophones. On a mis avec eux à Yaoundé. Et on dit que non, il y a aussi des anglophones parmi qui mangent. N'est-ce pas? Leurs plantations, tous les espaces de terre là-bas, les chefs qui viennent donner des ordres, c'est des francophones. Et vous croyez qu'avec ça, ils ne vont pas se soulever? Au départ, ils se sont soulevés les mains nues. Au lieu de réagir en face en dialoguant, non. Ils ont choisi la voie des armes, alors qu'ils n'avaient que des ndomondomo. Voilà ça maintenant ce que c'est devenu. Ils sont en train de menacer, de s'en prendre aux populations à Douala, à Yaoundé. L'essentiel de leur combat, c'est délimiter dans les régions anglophones. Et ils ont été clairs là-dessus. Ils ont dit aux francophones, si vous voulez votre libération, chasser Paul Biya, allez le chasser, ça c'est votre responsabilité. Nous, on n'est pas là pour chasser Paul Biya. Nous voulons créer notre État. On se sépare définitivement des francophones. Nous, on ne veut plus ce mépris, on ne veut plus cette humiliation. C'est le droit. Ils ont longtemps subi. Et je rappelle que si leur objectif, c'était de chasser Paul Biya, ils l'auront chassé depuis. Ils auraient chassé Biya depuis très longtemps. Mais leur objectif, ce n'est pas d'aller à Yaoundé chasser Biya, non. Leur objectif, c'est quoi? Créer leur zone et prendre leur indépendance. C'est tout. Prendre leur indépendance, c'est tout ce qui compte. Donc ce qui se passe à Yaoundé ne les intéresse même pas. Et il y a maintenant des idiots francophones qui sont dans les directs pour dire oui, Général Field Marshal, c'est toi que nous on attend pour nous libérer à Yaoundé. Ah, Seigneur. Ah, vraiment, Camerounais. Les francophones, c'est quelque chose. Hein? C'est vraiment quelque chose. Donc, vous avez tellement peur de prendre votre destin en main qu'il faut que Field Marshal laisse le Lébialem, laisse tous ces endroits-là pour venir loin à Yaoundé chasser Biya et libérer le pays. Qui vous a dit qu'ils veulent être Camerounais? Ils ont fait leur choix. Ils ont fait le choix de créer leur Ambazonie. À cause de quoi? De l'arrogance. À cause du mépris du RDPC, qui traite les autres Camerounais comme des moins que rien. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Parce qu'ils ne veulent pas dialoguer. Ils ne veulent échanger avec personne. Ils sont sûrs qu'ils connaissent tout. Ils sont plus forts que tout le monde. Et voilà ce que ça a donné. L'essentiel aujourd'hui des recettes de toutes les régions anglophones, la CDC, l'autre grande société là, j'oublie le nom, tout ce qu'il y a là-bas, tout, l'essentiel, je dis bien tout, c'est une perte énorme pour le Cameroun. Une perte énormissime pour le Cameroun. Toutes ces recettes-là, le gouvernement lui-même a déclaré ces zones-là sinistres. Tous les revenus, ils ont brûlé toutes ces sociétés, ils ont mis le feu partout. Ils ont mis le feu partout. Qui perd dans tout ça? C'est le Cameroun. C'est nous qui perdons toutes ces recettes. C'est nous qui perdons. La diaspora qu'on est en train de bloquer, qui perd? C'est le même régime. Et maintenant, ils sont en train d'aller dehors commander l'argent partout pour endetter encore le pays. Alors qu'il aurait suffi d'arrêter la guerre dans les régions anglophones, faire revenir la diaspora pour que la diaspora vienne investir. Parce que quand la diaspora ne vient pas, c'est un agent qui reste dehors, alors que cet agent devait revenir à la maison. Vous avez bloqué des millions de Camerounais à l'étranger. Si ces Camerounais-là reviennent, ils vont ouvrir des restaurants. Restaurant veut dire derrière, ils vont cotiser. Restaurant veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir du travail. S'ils ont du travail, ça veut dire que les enfants vont aller à l'école. Ceux qui viennent de la diaspora vont créer des sociétés. Ils vont créer des emplois. Qui dit emploi dit recette.
Quand ils auront un peu d'argent, leurs enfants vont aller à l'école. S'ils sont malades, ils pourront se soigner convenablement. Et qui va financer tous ces services publics, hôpitaux, écoles et tout, c'est l'argent que la diaspora va renvoyer. Et cette diaspora renvoie pratiquement 500 milliards chaque année. Mais malgré cela, cette diaspora est toujours humiliée, rabaissée, insultée. Quand je parle de 500 milliards, je précise très bien ceci, que ça, ce n'est pas des voies légales. Sans compter ce que les gens mettent dans leur poche pour descendre avec en espèces. Sans compter le business que les gens font derrière, c'est-à-dire que, bon, je te donne 1000 € ici sur place. À ma personne sur place au Cameroun, tu donnes 655 000. Il y a beaucoup qui font ce business-là. Ça, c'est du ni vu ni connu. Et il y a beaucoup d'argent comme ça qui entrent au Cameroun. Des milliards et des milliards par an. Ça contribue à développer le pays. Quand vous bloquez, ça veut dire que le secteur touristique, c'est mort. Quand vous avez une guerre dans les régions anglophones, ça veut dire que les touristes qui voulaient même ne serait-ce que venir voir quelques parties du Cameroun, encore que la région anglophone du Cameroun est très touristique. Il y a non seulement l'océan à côté, il y a des chutes, il y a plein de trucs. Hein? C'est tout ce business-là que vous bloquez. Il n'y a pas de recette après, on se plaint. Avec leur orgueil, ils ont finalement asphyxié le pays. À cause de cet orgueil, ils ont mis le pays à genoux. Et les gens se plaignent. Il fallait que. Ils augmentent les prix des passeports. Voilà ce qu'ils savent faire. Ils augmentent les prix des visas. Maintenant, pour aller au Cameroun, il faut payer 185 € pour avoir le visa. Alors que ce n'est même pas un pays touristique. Le Maroc qui est touristique, son visa ne coûte même pas les 1/3 du visa camerounais. Le Maroc est pourtant touristique. Hein? L'Afrique du Sud est touristique. C'est les deux pays les plus touristiques d'Afrique. Mais ils n'ont pas un visa aussi cher que le visa camerounais. Parfois tu te demandes, mais les gens payent cette somme-là pour aller là-bas faire quoi? Ceux qui payent ces visas-là, justement, c'est parce que ce sont la plupart du temps des Camerounais. Quand vous voyez, il y a un avion qui va au Cameroun. S'il y a 200 personnes dans l'avion, 80% sont des Camerounais. Les étrangers ne viennent pas beaucoup au Cameroun. Il y a quelques Africains, évidemment, qui vivent sur le continent, qui vont venir au Cameroun comme beaucoup d'autres viennent, c'est-à-dire en passant par les frontières terrestres. Vous connaissez combien d'Italiens qui peuvent prendre leur vol et dire « je m'en vais visiter le Cameroun ». Un Danois qui va prendre son vol pour dire « je m'en vais visiter le Cameroun ». Que ça a commencé que quoi? Il va aller voir quoi au Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun a valorisé? Alors qu'on a un patrimoine touristique, même pas un patrimoine, on a un potentiel touristique assez énorme. Il suffit juste de développer cela. Il suffit juste de donner du sens à tout cela. Miser beaucoup d'argent pour gagner encore plus. C'est ce que le Maroc a fait. C'est ce que l'Afrique du Sud fait. Hein? Là, je suis pratiquement là. Je suis pratiquement à 11 km. 11 km de marche. Là, je passe là la 12e. Si vous voyez loin de là où je pars pour arriver ici, vous allez voir par exemple, vous avez le pont rouge. Ce pont rouge là a été inauguré en 90 par le président François Mitterrand. Ça a été inauguré. Tous ces espaces que vous voyez jusqu'en haut là-bas, c'est tellement beau, c'est tellement présentable. Et c'est un endroit, je rappelle, si vous voyez le nombre de films qui a été tourné sur cet endroit, si vous voyez le nombre d'acteurs internationaux qui viennent ici, si vous voyez les marques de luxe, parfums, les marques de cosmétiques, tout ce qui est même cinéma, tout ce que vous voulez, c'est ici. Beaucoup viennent faire ça là. Voilà le semblant aussi des pyramides. Les gars se sont battus, ils ont fait aussi leur part des pyramides.
Vous allez dire qu'il n'y a pas de pyramides en France. Voilà les pyramides. Hein? C'est un endroit dont il y a juste peut-être 30 ans en arrière. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien. Ils ont vu à côté. Il y a un lac. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. C'est un endroit qu'on peut exploiter. Alors, ils ont mis beaucoup de millions. Voilà ce que ça rapporte aujourd'hui. Vous allez voir là, c'est comme un petit canal. Hein? Vous avez du commerce qui se fait. Vous avez des bateaux là qui passent tout le temps. Voilà comment les gens réfléchissent pour développer leur pays. On a d'un autre côté des jouisseurs, des bandits, des agresseurs qui ne pensent qu'à une seule chose. Comment racketter la diaspora? Augmenter le prix des passeports, augmenter le prix des visas, augmenter tout. Et tout cela, ça va où? Ça va dans des comptes privés. Ça va dans des comptes privés. Va bouger. Donc, regardez. Ça va jusque loin, là, loin. En haut, là, avec les colonnes. Des films dans ce couloir que vous voyez, dans cette rue-là que vous voyez. On tourne beaucoup de films ici. C'est reposant, c'est beau. Vous avez la nature autour de vous. Vous avez plein de monde. Les gens qui viennent rester là, vous allez voir jusqu'à loin en haut, les gens viennent se reposer, ils prennent du bon temps, voilà. Ils ont compris qu'il y avait un potentiel ici, ils l'ont développé, ils ont viabilisé l'endroit. Aujourd'hui, ça rapporte des millions. Hein? En haut là, ça permet aux gens de la ville, n'est-ce pas? Parce que pour venir faire quoi que ce soit ici, il faut des autorisations de la mairie de la ville. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, vous venez utiliser l'endroit pour tourner vos films comme ça. Non, il y a des recettes. Hein? Les gens qui sont dans la ville travaillent, ils cotisent. L'argent de ça, ça permet... au moins quand on cotise, derrière, on est fier de cotiser parce que vous voyez, c'est bien entretenu, c'est propre. Les gens travaillent, c'est beau. Hein? Qui ne voudrait pas que le lac municipal de Yaoundé soit comme ceci? Ils ont pondu un projet pharaonique au lac municipal de combien de milliards, ça n'a jamais vu le jour. Tout ça a été détourné, c'est dans des comptes privés. Et ceux qui ont détourné sont là, on les connaît. Dans Yaoundé, on dit voici tel immeuble, ça appartient à tel ministre. Voici tel ceci, ça appartient à tel ministre. Voici une agence de transport. Voici ceci, c'est l'agent de tel. On sait très bien que c'est tel qui a volé, mais on les laisse. Non mais c'est juste incroyable. Sous d'autres cieux, on te coupe la tête. Au Niger, les ministres font la prison, 50 ans de prison, parce qu'il a détourné 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA. Au Cameroun, c'est même pas le carburant d'un ministre. Ils volent 100 milliards, normal. Ils volent 50, normal. Non. En tout cas, bon. En tout cas, j'ai dit ma part que j'allais dire. Où ça va changer, où ça ne va pas changer, on va que regarder. Bon, je continue mon jogging tranquillement. Et je dis merci à ceux qui ont consacré leur temps à suivre mon live et surtout ceux qui ont partagé également. Allez, à tout à l'heure. La suite de la lutte, c'est à Genève. Pour ceux qui peuvent s'y rendre, n'oubliez pas, les bus sont gratuits. Pour ceux qui veulent donner un coup de main financier, il y a des liens. Il faut juste cotiser sur ces liens-là. Et puis, il faut déjà savoir pour ceux qui veulent y aller, n'est-ce pas? Il y a un bus gratuit. Il y a des bus gratuits pour Genève. Et 18 septembre, important de le rappeler, les billets sont encore disponibles pour le concert de Valsero. Encore disponible. Merci et très bonne soirée.